Hop. Bonjour. Tchac, tchac, tchac. Je fais les tests son. Il est 10h moins 5. Je vois que tout le monde commence à se connecter. Le nombre de participants augmente à vue d'œil. N'hésitez pas. Bonjour, bonjour tout le monde. Dans la phase discussion, savoir si tout fonctionne à merveille. Un petit bonjour me ferait plaisir. En bas, discussion. Bonjour. Est-ce que, donc Sarah, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour, bonjour. Hop. Nickel, ça a l'air de tout bien fonctionner. Merci Anne. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'est cool, parce que c'est toujours un peu le côté anxiogène qu'à un moment donné, ça ne fonctionne pas. Bon, bonjour à tout le monde, bonne connexion. On va attendre forcément quelques minutes que tout le monde arrive. Ce que je vous propose pendant ces 3 prochaines minutes, c'est déjà de me dire de quelle ville vous vous connectez. Parce que c'est ce que je trouve génial avec les webinars, c'est qu'on peut se connecter de partout. Donc, bonjour, bonjour, Nice, Lyon. D'accord, ok, Laurence. Ah, Lyon, Bordeaux, très bien. Verte-sur-Sèche, Alençon, Seignos, ça fait rêver. Pau, La Rochelle, Toulouse, ben dis donc, moi qui adore le rugby, il y a beaucoup de noms qui me parlent. Donc bonjour, bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui viennent de se connecter. On va attendre quelques minutes, bien entendu. Je vous souhaite la bienvenue en attendant. Je vous propose de me marquer de quelle ville vous venez. Donc déjà, on a toute la France. On n'a encore personne. La Suisse, excellent, Eric. Encore personne du Nord, de Lille. Tiens, ça ne va pas tarder, sûrement. Laval, ok, Amélie, un peu plus proche. Donc moi, je suis connecté du côté de Rennes, en Bretagne. Les Alpes-Maritimes, super Béatrice, c'est La Roche-sur-Yon, Mélanie. Enchanté, enchanté tout le monde. On va, vous êtes plus d'une centaine, vous serez presque une centaine aujourd'hui, on arrive à 30, ça va vite augmenter dans les prochaines minutes. Ce qui m'intéresse aussi, deuxième aspect, c'est de savoir si vous êtes plutôt une entreprise ou un candidat, c'est-à-dire vous êtes en recherche d'emploi ou vous voulez vous tenir au courant des techniques de questionnement. Donc, je veux juste me dire candidat ou entreprise. Les deux, bien. Voilà, excellent les réponses. Juste pour que je puisse, dans mes argumentaires, parler un peu de tout ça. Entreprise, Brest, entreprise, ok, bonjour, bonjour Pierrick. Les deux aussi. Donc, pour les personnes qui sont en train de se connecter, puisque le chiffre est en train d'augmenter de manière assez forte, forcément, on arrive bientôt à l'horaire de début. Ici, Quimper, bien sûr, Pierrick, enchanté, ravi de te revoir. Donc, l'objectif, c'est de me dire d'où vous vous connectez. Bon, je vois toute la France et savoir si vous êtes plutôt candidat ou entreprise. Forcément, je répondrai à vos questions tout au long du webinar, mais ça va me permettre d'orienter aussi. Et je trouve ça hyper génial et intéressant, justement, qu'on puisse voir tout ça. Allez, on arrive à 43 personnes connectées. Il y en a un peu plus de 100 inscrits. On va attendre encore quelques minutes. Et je vais partager mon écran ensuite sur Zoom. Donc, bienvenue aux personnes qui viennent de se connecter. On va démarrer. Je vais partager mon écran. Je vais me présenter comme ça va faire tout simplement. Hop là. Voilà, voilà. Et je verrai tout simplement. Je suis en train de faire les réglages, excusez-moi, en même temps, dans discussion. Tac. Voilà. Donc, bonjour, bienvenue, il est 10h. Je vais commencer par me présenter. Ce webinaire est enregistré, donc sera disponible en replay. Bien entendu, l'objectif est de parler de 5 techniques de questionnement à connaître absolument en entretien de recrutement. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Bienvenue aux personnes qui se connectent. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sébastien No et je suis le cofondateur de Me and My Boss.
qui est un réseau de recruteurs indépendants, entrepreneurs sur la France. On a créé un concept qui s'appelle Question de job, qui permet tout simplement de remplacer la lettre de démotivation, on va l'appeler comme ça, où on joue à l'entreprise mystère pour faire découvrir les postes, c'est-à-dire qu'on donne juste le titre du poste, le lieu, le secteur d'activité, et on propose au candidat de jouer à un petit jeu, à savoir qu'on lui pose une question et en échange de sa réponse, on lui donne un indice, et au bout de 5 indices, on lui révèle l'identité de l'entreprise qui le recrute et il doit nous dire s'il a envie d'y aller ou pas. Voilà, les avantages sont multiples, hein, on évite de se précoder et puis surtout on arrive à faire ressortir les personnalités des deux côtés et à voir si ça peut matcher entre l'entreprise et le candidat. Voilà. Aujourd'hui, on est plus d'une quinzaine. La tête de réseau est à Rennes. On est présent un peu partout en France. On fait plus d'une centaine de recrutements. Et comme vous allez le voir, je suis passionné par le recrutement. Et donc, je vous propose de commencer. On dépasse les 60 personnes. On va frôler les 100 d'ici peu. J'espère que ça ne va pas bugger. Normalement, c'est bon. C'est parti. Vous avez un onglet questions et réponses. Je vais réapparaître justement vos échanges. Tac, dans questions et réponses. C'est parti, juste en préambule, une introduction, ça va faire venir tous les retardataires. Ne pas oublier un truc, le b.a.-ba, ce que j'appelle un truc mnémotechnique, les 5 sens, c'est-à-dire qu'en préambule, avant justement les techniques de questionnement, c'est l'entretien de recrutement. Avant l'entretien de recrutement, il faut penser à recevoir les candidats dans un environnement qui soit agréable. Donc, pour s'en souvenir, à chaque fois se poser les bonnes questions, c'est-à-dire la vue. Est-ce que je reçois mon candidat ou ma candidate dans un espace qui est agréable à regarder? L'odorat, ça fait souvent sourire, mais on vient faire des entretiens de recrutement, des fois dans des salles de réunion où il y a eu des réflexions assez poussées et il y a des odeurs, des fois on n'a pas forcément aéré, ça sent la réflexion, comme on dit. Donc, pensez justement à aérer les pièces. Louis, ne jamais faire d'entretien de recrutement dans une pièce à côté d'une rocade ou travaux, ou pour qu'on soit vraiment zen. Le goût, c'est proposer un café ou un thé. Toujours pareil, l'accueil est extrêmement, extrêmement important. Et le toucher, c'est-à-dire qu'on va essayer de mettre le produit dans les mains de son candidat. Si on a un produit technique, sinon une plaquette, quelque chose qui fasse qu'il puisse toucher. Ces 5 sens-là, c'est le truc mémotechnique de base quand on reçoit quelqu'un en entretien sur l'entretien de recrutement. Toujours en préambule, pour poser les bonnes questions, les bonnes techniques quid de l'odeur du candidat, Katia, merci. Ok. On continue, je vois qu'il y en a qui sont chauds bouillants. Le Job Description Canvas, c'est un document qu'on a mis au point, mais qu'on peut partager sans aucun problème. C'est un document toujours au préalable avant les techniques de questionnement. Pour questionner quelqu'un, il faut bien sûr savoir ce qu'on va chercher à découvrir. Un entretien de recrutement, c'est avant tout découvrir la personne. C'est s'intéresser de manière réelle et sincère à la personne. Et donc, au préalable, sur cette fiche, on en avait parlé sur un autre webinaire, au milieu, vous avez le titre du poste, la personne que vous voulez recruter, son responsable hiérarchique en haut, en dessous, les personnes de service à qui il sera en contact, et vous pouvez déjà élaborer les personnalités de chacun pour voir la compatibilité. À droite de cette feuille, il y aura, je vais aller rapide, les compétences, savoir-faire et savoir-faire expertise, suivant ses missions. Vous allez isoler ces compétences qui nous servira pour les techniques de questionnement. Et sur la gauche de la feuille, les valeurs compatibles et le savoir-être, les personnalités que vous avez extirpées suivant l'environnement dans lequel le candidat ou la candidate va évoluer, va vous permettre aussi d'avoir des techniques de questionnement là-dessus, sur ces sujets-là. C'est important parce que si au préalable, on ne s'est pas posé, on pourra poser toutes les questions du monde, toutes les techniques possibles, ça ne fonctionnera pas, ou du moins, l'objectif ne sera pas rempli. Je continue. Hop, les règles du jeu et le 100 CV. La personne arrive en entretien, on va parler des 5 techniques, mais quand elle arrive en entretien, n'oubliez pas de parler, ce que j'appelle moi les règles du jeu, c'est nous sommes réunis aujourd'hui pour se voir pour tel poste. L'objectif est que je puisse découvrir votre parcours, votre mode de fonctionnement, votre motivation, que je puisse vous décrire, on explique. Ça va se passer en 60 minutes, 45 minutes, 1h15. Il va y avoir 3 entretiens, d'abord moi, ensuite ça. On explique. Voilà. Et le 100 CV, c'est simplement une astuce assez basique qui pourtant est, je trouve, très révélatrice et permet de s'obliger à se mettre à la place d'eux.
c'est qu'on va prendre le CV, on l'imprime généralement ou on le monte sur son ordinateur. On va montrer au candidat qu'on a son CV et on va le retourner sur la table en disant je vais éviter de me précoder et je vais vous poser des questions sur votre parcours, sur justement ce que vous avez pu faire par le passé et ce que vous avez envie de faire dans le futur, sans regarder votre CV. Puisque souvent, et c'est totalement humain, avec le CV sous les yeux, je vous assure, on se précode sur des choses où on ne pose même pas les questions. Parce que je vois des chefs d'entreprise qui disent tiens, bon, ouais, il a fait ça après son bac plus 5, c'est que forcément, il y avait ci, il y avait ça. Et quand on pose des questions, souvent la réponse est différente. Donc, c'est toujours sympa de retourner le CV et de reprendre à la base. OK, c'est parti. Déroulé de l'entretien, je vous propose 5 techniques. Une sur la compréhension de son parcours et 2 techniques sur la personnalité, ses motivations et un petit bonus à la fin, parce qu'on a fait un travail par exemple avec l'INSA. J'adore mener des expériences sur des entretiens un peu disruptifs, hein, on va dire, ou du moins qui changent des codes habituels. Une des premières techniques de questionnement, elle est issue du monde de la qualité. Elle est assez connue quand même, mais très peu utilisée de ce que je peux voir sur les entretiens. Je bouscule un peu ma fenêtre parce que ça mange sur mon diapo, les fameux 5 pourquoi. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est donc issu de la qualité pour trouver à la base une problématique, l'origine d'un problème. C'est-à-dire, je prends un exemple, un candidat qui vous dit, voilà, j'ai quitté l'entreprise parce que je n'étais plus en accord avec le mode de fonctionnement. Vous reprenez la fin de la phrase et vous y rajoutez le pourquoi. C'est très basique. Donc, pourquoi n'étiez-vous plus en accord? Et là, on va vous répondre tout simplement parce qu'il y avait un changement de direction, le management n'était plus le même. Et pourquoi ce n'était plus le même? Vous reprenez la fin et vous rebasculez devant. Car le nouveau manager était plutôt directif, voilà, au lieu de rester sur du participatif. Ah, et pourquoi c'était sur du directif? Parce que les actionnaires l'ont missionné pour remonter le chiffre d'affaires. Pourquoi il avait-il besoin de remonter le chiffre d'affaires? Car nous faisions moins de ventes, et tatati, tatata. Et pourquoi vous faisiez moins de ventes? Car nous étions démotivés. On peut tirer la ficelle et remonter à l'origine et d'un simple j'étais plus en accord avec la politique de l'entreprise, arriver à déceler en interne, à travers ces 5 pourquoi, l'origine vraiment de la démotivation, par exemple, ou du changement. Donc, c'est très simple. Vous pouvez même tester dans votre entourage. Moi, j'ai des enfants dont des ados. Je m'amuse des fois à faire les 5 pourquoi. Ça fait, bon, maintenant, ils ont capté la chose, donc c'est moins facile. Vous pouvez le faire avec votre conjoint, votre conjointe aussi. Ça peut être assez marrant, ou dans le monde du travail, pour vous entraîner sur les fameux 5 pourquoi. Maintenant, ça se voit, mais si vous le faites de manière naturelle, en entretien de recrutement, vous allez déceler énormément de choses sur le mode de fonctionnement des personnes que vous avez en face. Surtout, dernière chose sur cette technique-là, quand on vous pose une question. C'est-à-dire qu'au moment de l'entretien, on vous dit, vous, en tant que recruteur, en tant que RH, vous dit, est-ce que vous avez des questions? Et on va vous dire, oui, j'aimerais savoir si, par exemple, pour un poste de commercial, je vais partir dans le stéréotype, est-ce qu'il faut découcher dans la semaine pour faire des tournées? Non, pas forcément, oui. Et pourquoi vous me posez cette question-là? Parce que vous allez voir que en répondant à la question et demandant le pourquoi tout simplement après, vous allez découvrir des causes, puisque l'humain est orienté sur lui-même. Ce n'est pas notre faute, on est fait comme ça. On est orienté sur soi-même. Donc tout ce qu'on entend, on a tendance à le rapporter à soi. Et donc avec les pourquoi, on va pouvoir tout simplement le découvrir. On passe à la technique numéro 2. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Hop, j'élimine la première question sur l'odorat, qui était une blague. Et nous allons passer à la technique numéro 2, les questions de mise en situation. Alors, ça encore, on va monter après sur des choses, des trucs et astuces. Les questions de mise en situation. Vous vous souvenez, en préambule, on fait le job description canvas, c'est-à-dire qu'on va voir les missions quotidiennes et on va extirper des compétences qui sont nécessaires et d'autres qui sont obligatoires.
Souvent, le souci, c'est qu'on se précone encore une fois en se disant, la personne, je vais partir sur le stéréotype du commercial, il sait faire la prospection. Okay, eh bien là, on va le mettre en situation. C'est-à-dire qu'avant de lui parler de la fiche de poste, on va lui dire, voilà, vous êtes, je ne sais pas, moi j'ai un produit à vendre à des hôteliers. Vous devez nous représenter sur tel département auprès des hôteliers, leur vendre tel produit sur la communication. Vous avez carte blanche pour vous organiser. Comment vous faites? Voilà, dites-nous, ça m'intéresse sur le sujet. Et vous allez voir un peu le mode de fonctionnement, le comportement. Alors, soit il est dans le match, c'est-à-dire, soit c'est ce qu'on appelle, et j'aime pas ce mot-là, un clone dans le métier, et il va vous sortir des mots-clés, tout simplement, les hôteliers, il faut aller les voir de telle heure à telle heure, et parce que pendant ce service, ils sont pas, et par expérience, je sais que, soit il ne vient pas du tout du milieu, et là, ça peut devenir intéressant parce que le ou la candidate peut sortir des nouvelles idées. Et c'est là que j'adore. C'est à un moment donné, oui, moi, si j'avais telle situation, je ferais comme ci, je ferais comme ça. Et des fois, on a pas des révélations, mais franchement, des sorties. On se dit, OK, ça peut être assez sympathique. Même chose sur des postes, par exemple, je vais partir sur des postes d'assistant de direction, par exemple, vus par le passé, où on va dire, voilà, vous avez un emailing à faire, vous avez carte blanche pour vous organiser, on organise une soirée, un after work, comment vous faites? On va voir les outils utilisés, on va voir si la personne, parce que dans le pire, la personne peut faire du copier-coller mail par mail, quoi. Et c'est quand on est en poste et qu'on voit ça qu'on dit « j'ai même pas posé la question, ça me paraissait tellement évident. » Donc, mise en situation, mise en situation, mise en situation. Ça permet de voir les réactions, les modes de fonctionnement et souvent, ça apporte de nouvelles idées et c'est très riche, très, très riche. Quand vous faites ces questions de mise en situation, il faut rassurer la personne, chose que je n'ai pas dit en préambule et que je répète et que je rabâche et que je dis depuis des années. Un entretien de recrutement réussi, c'est un entretien où la personne se sent à l'aise. Par le passé, enfin, je dis par le passé, il y en a encore qui le font, les cabinets de recrutement assez classiques, traditionnels, parce que j'ai connu ça quand j'étais DRH au début des années 2000, se disaient, voilà, quand on recrute un candidat, quand il va rentrer dans le monde de l'entreprise, quand il va rentrer sur son poste, il va être stressé. Et en situation de stress, une personne réagit différemment. Donc, en entretien de recrutement, écoutez, on va stresser le candidat pour voir comment il réagit. Ce qui donnait des situations assez bizarroïdes, puisque vous avez des personnes qui sortaient d'entretien qui disaient « Non, mais là, j'ai complètement loupé. Là, je ne comprends pas. Là, je me suis fait assassiner. Waouh !» Et puis, derrière, ils avaient un rappel en disant « Oui, vous avez été retenu. » Et le candidat ne comprenait pas. Aujourd'hui, on arrive dans un système, et surtout avec une génération, où on est à l'inverse. Plus on met à l'aise les personnes, plus on enlève un peu les peurs reptiliennes de défense qu'on peut avoir, et plus on va avoir d'informations. Et l'objectif final est quand même de voir si les personnes vont matcher en termes de compétences et personnalité. Donc, je vous incite à faire ce que j'ai dit au préambule, les 5 sens, à mettre à l'aise les personnes, à briser la glace, à lui offrir un café, un thé, enfin des choses comme ça, pour justement montrer et rassurer. Et quand vous faites des questions de mise en situation, expliquez bien que ce n'est pas un piège. D'accord? Sur les mises en situation, on évite, petite anecdote, la fameuse question pour les commerciaux de j'ai un stylo, on ne le voit pas parce qu'il est bleu, mais j'ai un stylo, vendez-moi ce stylo, vous avez 30 secondes, parce que pour la petite blague, il y a une situation où un jeune commercial qui a été plus malin que le recruteur lui a dit non, un stylo c'est trop facile, moi j'ai envie de vous vendre votre montre. Donnez-moi votre montre, regardez. Donc le recruteur enlève sa montre, donne au candidat, le candidat la met sur son poignet, il dit ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et puis le candidat se dit écoutez, moi en fait cet entretien ça m'intéresse pas. Le candidat se lève, commence à sortir de la salle et puis le recruteur fait non mais vous allez où là ah non mais ça m'intéresse, le poste ne m'intéresse plus, et je m'en vais. Et le recruteur dit et ma montre, c'est 200 € la montre si vous voulez. Donc voilà, c'était une petite anecdote. Je vois la conversation. Hop. Alors, je vais répondre à tout ça juste après parce que je peux regarder essentiellement dans les questions et réponses et pas forcément là tout de suite dans la discussion. La technique numéro 3.
l'effet miroir. Alors ça, voilà, merci. Je vois que ça commence à aller. Comment briser la glace? Oui, comment briser la glace, c'est assez simple. Soit vous avez préparé des sujets avant l'entretien. Je m'explique. Le plus facile, c'est d'aller tout simplement sur Google Actu, regarder l'actualité ambiante, et puis de regarder, et puis de dire à un moment donné, je dis n'importe quoi, même si vous n'êtes pas fou, tiens, là, il y a l'euro qui va commencer, tout ça, ou la météo, enfin, ça, la météo, c'est le dernier brise-glace, on va dire, c'est quand on ne sait pas quoi dire, on parle du temps. Ça peut toujours ça peut toujours servir, mais voilà, des sujets, le vaccin, la Covid, le retour, la fin du télétravail, enfin, il y a plein de sujets qui permettent de voir ça. Je regarde les questions. Hop. Donc, briser la glace, voilà, c'est accueillir, savoir si la personne a bien trouvé une place de parking, si ça a trouvé facilement les bureaux, la météo, et si derrière vous êtes un peu plus expérimenté, on part sur des sujets, jamais de politique forcément, mais tout ça. L'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi? C'est se mettre à la place d'eux. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai tourné le CV. J'ai tourné le CV et je vais me mettre à sa place. Pourquoi j'ai choisi telle étude? Pourquoi? Voilà. Pourquoi j'ai choisi telle étude? N'oubliez pas que toutes les questions que vous allez poser doivent être en rapport avec le poste. Si à un moment donné, vous vous posez des questions, n'hésitez pas à dire, voilà, pour ce poste-là, j'ai besoin de savoir voilà, ci ou ça. C'est-à-dire que le choix à la fois des études, le choix à la fois des différents postes va montrer un mode de fonctionnement, une motivation, des choses que la personne n'aime pas avec les 5 pourquoi, expérience par expérience. Ce qui va être intéressant, c'est les zones de transition. Qu'on appelle les zones de transition, c'est de poste à poste. Pourquoi j'ai choisi tel stage, pourquoi j'ai quitté McDo à un moment donné, pourquoi j'étais directeur opérationnel et que je suis passé directeur financier, j'en sais rien. On a des bascules. De plus en plus aujourd'hui, il y a de multiples métiers, c'est-à-dire qu'on peut changer de métier tous les 3 ans, tous les 5 ans. On constate quand même sur des postes que si au bout de 3 ans, il ne se passe rien, eh bien, on a tendance à se démotiver. Donc, il y a quelques années, sur quelqu'un qui est resté 15 ans en poste, on trouvait ça mais formidable, on disait waouh, ça fait 15 ans qu'il est en poste, ça c'est quelqu'un de fiable. Et à l'inverse, une personne qui changeait tous les 2-3 ans, voire tous les ans, on disait ah, c'est de l'instabilité totale. Aujourd'hui, je trouve ça dingue, mais quand on a 15 ans sur un poste, on dit ouh, ça va être compliqué le changement là, et on a complètement inversé la donne. Pourquoi? C'est ce que je constate avec beaucoup de dirigeants qui ont des ressentis par rapport à des CV. Donc, l'effet miroir, on se met à la place d'eux. Important de prendre en compte que dans le décryptage de ce qu'on a envie de faire, ça correspond à des périodes de vie. On n'oublie pas, encore une fois, je pars dans le stéréotype parce que je suis un peu obligé, quand vous arrivez à la trentaine, vous avez peut-être envie de fonder une famille. Et donc, les sources de motivation et d'envie sont différentes que quand vous avez 20 ans, ou quand vous en avez 45, ou quand vous en avez 60. Et ça, c'est à prendre en compte dans l'effet miroir. Si vous vous mettez dans un effet miroir, projetez-vous quand vous avez 20 ans, pourquoi vous avez fait le choix de telle étude, etc., etc. Ça, c'est passionnant. C'est le métier même, l'essence même du recruteur, ce fameux effet miroir. Technique numéro 4. J'avance, 10h20, encore 15 minutes et on va pouvoir passer aux réponses. Le côté un peu fun, il faut le sentir, c'est les fameux portraits chinois. J'ai mis un portrait chinois, mais je vais vous expliquer un peu plus, ça c'est pour la petite blagouze. Et je remercie Marine pour ces visuels que j'adore, que je trouve formidables à chaque fois sur les slides. Donc, je m'explique. On est dans du donnant-donnant. C'est-à-dire que si vous vous sentez, pour avoir besoin de qualifier la personnalité, d'expliquer qu'on a tous des interactions et des personnalités différentes, il y a ce qu'on appelle une phase de séduction. Aujourd'hui, un candidat doit être, comment expliquer ça, pris comme un client et non pas l'inverse. Le côté « je suis le boss », tu es le candidat, c'est moi le tout-puissant, je te dirai si je te prends ou pas, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, c'est même l'inverse. Aujourd'hui, il faut se comporter avec des candidats comme s'ils étaient des clients. Ceux qui sont capables de le faire aujourd'hui
sont capables d'attirer des talents de manière colossale, et même les gens qui ne recrutent pas, derrière sur les réseaux sociaux, vont dire « Waouh, même si je n'ai pas été recruté, j'ai passé un bon moment. » Hop, j'en profite pour regarder. Les visuels sont top. Merci Emmanuel. Donc, vous prenez vos candidats pour des clients. La question, c'est est-ce qu'avec un client, j'aurais fait ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous décommandez un rendez-vous de dernière minute, par exemple, est-ce qu'avec un client, vous auriez fait ça? Le candidat aujourd'hui, il faut être capable de le séduire. Cette phase-là, si vous le sentez, je répète encore, on appelle ça le portrait chinois, mais c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire que vous allez proposer un petit jeu sur la personnalité plutôt que de demander les 3 qualités, 3 défauts. Votre objectif personnalité, c'est de savoir, souvenez-vous dans la job description Canvas, la partie valeur, la partie savoir-être, et bien de manière très simple, vous allez demander, tiens, si vous étiez un téléphone, qu'est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui comme téléphone et pourquoi vous l'avez choisi? Pourquoi cette question-là? Regardez autour de vous. Regardez comment les personnes choisissent leur téléphone portable. C'est hyper révélateur de leur mode de fonctionnement. On est dans un monde aujourd'hui qui bascule sur du digital. On n'est pas obligé d'être tout sur du digital, mais je veux dire par là, si vous avez une culture assez forte, vous utilisez Slack, vous êtes ultra connecté, vous avez créé des groupes WhatsApp, vous discutez, échangez, et avec une personne qui a un téléphone à clapper et qui n'a pas envie, eh bien, vous retenez ça, vous notez ça sur votre feuille et ça fera l'objet d'une discussion après. Si la personne a les compétences, il n'y a pas de souci, il faut des complémentarités en termes de personnalité, mais vous le savez au moins, vous le savez. Et justement, ces personnes-là peuvent apporter un plus aussi pour apporter du digital à des personnes qui ne le sont pas forcément. Mais ce que je veux dire par là, c'est que sur des questions aussi basiques que celle-ci, eh bien, ça va être hyper révélateur. Et pourquoi je dis du donnant-donnant? C'est parce que, encore une fois, il faut rassurer la personne en face et de voir qu'elle joue le même jeu que vous, ça va participer à la fois à la séduction, à une dose d'humilité, vous en tant que dirigeant, que recruteur, face aux candidats. Vous en avez plein. Vous pouvez, par exemple, si vous étiez une voiture, parler de voiture, on va vous parler peut-être de Tesla. On peut vous parler d'hybride, on peut vous parler de vieilles voitures, on peut vous parler d'énormément de choses, sur les voyages aussi. C'est extrêmement révélateur et ça peut laisser la place au loisir aussi, puisque plutôt que de demander là-dessus, vous pouvez partir sur ce fameux donnant-donnant. J'insiste bien, le recruteur y répond. Écoutez, moi, je vais répondre à la question en premier, comme ça, je vais vous parler de ma personnalité. Si vous êtes plusieurs à recruter, c'est un brise-glace, mais magnifique pour mettre la personne en rassurance. OK. Qu'est-ce que la démarche axée? Ah, David, je n'ai pas très bien axé sur la personnalité. Ah, pardon, oui. C'est-à-dire que, en fait, vous avez, je ne vais pas rentrer dans le détail des personnalités, mais vous avez les Big Five, l'introversion, l'implication au travail, et ainsi de suite. Vous avez 5 paramètres et vous allez expliquer la démarche. C'est-à-dire que, toujours par rapport au poste, il y a des personnalités dans l'entreprise et plutôt que vous demandez voilà, comment vous fonctionnez comme ci, comme ça, voilà, on va vous poser des questions sous forme de portrait chinois. Je vais y répondre. Envie de jouer le jeu et tout ça, et vous allez voir, ça va être plutôt sympa, mais c'est expliquer le pourquoi du comment de ces questions portrait chinois et que ça ne fasse pas c'est bizarre, oui, leur truc, je ne comprends pas. Technique numéro 5. Le loisir est professionnel. Alors, je vous explique, c'est une technique que j'adore, qui peut être considérée un peu comme de la manipulation, mais c'est de la manipulation bienveillante. Je ne sais pas si les deux mots vont ensemble. Mais bon, je vais être transparent avec vous. Donc, à quel moment on utilise cette technique? C'est quand vous avez un directeur commercial ultra entraîné aux entretiens de recrutement et qui est face à vous avec les 2 bras sur le bureau, le méga smile, et vous lui posez question et tout est parfait. Hop, tout est parfait. J'en profite, je regarde en même temps vos conversations. Oui, David, bravo, vous avez trouvé le... Oh la vache, accès. Merci, David. Merci. Je vais changer ça rapidement. Donc, la technique du directeur commercial, responsable commercial. Pourquoi je parle des commerciaux? Tout simplement parce que
Il n'y a pas de mauvaise intention, ce n'est pas de la manipulation, tout à fait. L'objectif, c'est d'arriver à voir l'essence même de la personne. Et comme elle est ultra entraînée, vous avez ce sentiment de ne pas arriver à saisir la personne. Ce sentiment de se dire, waouh, c'est limite trop parfait, quoi. Mais ça répond au tac au tac, c'est souriant. Et des fois, on a cette sensation-là. Donc, l'objectif, c'est comment faire en sorte que la personne, on le voit dans son attitude, on se voit dans la gestuelle comportementale, on le voit dans les épaules, par exemple, qui peuvent s'affaisser à un moment donné, ou dans le siège, surtout avec les profils commerciaux. Cette technique, c'est quoi? C'est de dire à un moment donné, d'arriver à la fin de l'entretien, de dire tout simplement, bah, écoutez, là, j'ai posé toutes mes questions, je pense qu'on va arrêter et faire comme si vous leviez de votre chaise avec les papiers, et puis vous dire, ah tiens, j'ai oublié de vous parler de vos loisirs. Et on va s'intéresser réellement aux loisirs de la personne. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de passer par la case passion. Quand je dis passion, c'est si ce soit le violon, le baseball, le foot, n'importe quelle passion, c'est d'aller ensuite gratter, mais de manière sincère. La dernière fois, j'ai découvert les règles du baseball. Je ne m'étais jamais intéressé à ça ou jamais eu l'occasion. Eh bien, je me suis intéressé aux histoires de base, aux histoires de points, comment ça fonctionne. Et vous avez, plus allez poser la question, vous allez voir la personne en face de vous qui va tout simplement se livrer. Et vous allez voir, le débit va augmenter. Le débit va augmenter. Ah ouais. Et vous vous mettez dans la situation de ce loisir, de ce sport. Ah ouais, c'est quand même dur. Le crossfit, quand même, c'est combien de séances par semaine? Et j'ai entendu dire que les budgets, c'était ci, c'était ça. Et derrière, il y a des compétitions. Et comment ça se passe, les compétitions, les qualifications? Et on y va. Et la personne va se livrer. Quand vous sentez qu'elle s'est livrée à fond, au moment où vous allez faire semblant de quitter votre bureau, vous allez faire « Ah, en fait, j'ai oublié de vous poser une question » et vous vous rasseyez et vous réenclenchez sur le côté professionnel. C'est-à-dire que sur votre feuille, vous vous êtes annoté dans des coins des zones de questionnement par rapport, par exemple, à il est passé de tel poste à tel poste, où il y a des choses qui, vous n'arrivez pas à saisir. Vous allez vous rasseoir et poser des questions. Et vous allez voir, le changement est assez prodigieux, puisque d'un seul coup, la personne, encore une fois, on le voit en termes de gestuelle, en termes de positionnement, vous avez même, je pars encore sur le stéréotype des commerciaux, parce que j'aime bien, certains même, j'en ai vu, ils enlevaient leur montre, le stylo, d'un seul coup, c'était plus du tout le même entretien. Parce que, bon, il faut que je vous dise, en fait, le manager, oui, en fait, bon, il y avait ci, il y avait ça, et on va avoir certaines infos qu'on n'avait pas eues au préalable. Donc, vous dites, c'est fini l'entretien, la personne se désarme quelque part, elle se dit, ok, ça y est, c'est bon, l'entretien est fini, j'ai plus qu'à serrer la main à partir. Elle laisse tomber un peu sa vigilance, même si elle reste comme un professionnel, et vous partez sur les loisirs, case passion. Vous vous intéressez quand vous sentez que le débit est là et que vous avez vraiment découvert quelque chose de hyper intéressant, vous avez vécu la chose, vous vous rasseyez et vous réenchaînez sur le côté professionnel. Voilà, c'est une technique qui fonctionne bien, qui peut être aussi dans le cas où vous avez des profils qui sont un peu introvertis et vous avez du mal à les faire parler. Vous savez, des profils qui disent oui, non, oui, non, et oui, et j'ai besoin d'en savoir plus, oui, non. Eh bien, là, vous bifurquez par la case loisir, passion, vous y allez, hein, et vous revenez sur la partie pro. Pour vous dire, sur un profil, par exemple, dans la comptabilité, je ne passe pas dans les stéréotypes, simplement que dans la comptabilité, on a souvent des profils qui peuvent être un peu introvertis. Et j'avais une personne, un responsable comptable, je n'arrivais pas à avoir l'essence même. C'était très oui, non, des chiffres. Et je suis passé par la case passion qui sont les documentaires. Voilà, il est passionné de documentaires. Et là, j'ai découvert des choses, mais monumentales, en grattant en air. Et l'entretien ensuite a complètement changé. D'un seul coup, la personne se livrait beaucoup plus, était beaucoup plus en rassurance. OK? Donc, je résume juste les 5 pourquoi au démarrage. Pourquoi, issus de la qualité qui permet d'aller chercher en fait l'essence même d'un événement. Les mises en situation suivant les compétences que vous avez listées au démarrage, vous mettez la personne en situation et après, vous pouvez lui donner la réponse dans la fiche de poste
quand je dis la réponse, c'est-à-dire que, tiens, vous m'avez répondu ça, ben, nous, on fait comme ça. Et ça crée des débats en interne qui sont souvent hyper intéressants. L'effet miroir, je me mets à la place d'eux, autre technique, hein, justement, par rapport aux candidats. C'est une de celles que je préfère parce que du coup, on est vraiment en immersion. On essaye de se mettre à la place d'eux. C'est un jeu axé aussi sur la personnalité, mode de fonctionnement, motivation. Le portrait chinois, c'est le côté un peu comme nous dans notre parcours de découverte mutuelle sur la question insolite. La technique, loisir et pro pour un peu désacraliser. Pour les entretiens en visio, des ajustements. Alors, entretien en visio, déjà, c'est de les faire, vous, côté recruteur, de se mettre debout. Là, par exemple, je suis face à mon ordinateur, je suis debout. Ça apporte un certain dynamisme. Le plus difficile en visio, c'est le fameux icebreaker. C'est-à-dire que la techno peut des fois, c'est-à-dire qu'il y a, s'il y a une mauvaise connexion en face, si la personne n'arrive pas à connecter sa vidéo, son son, ça peut mettre du temps et créer de la gêne. Donc, il faut rassurer, rassurer, rassurer et rassurer. Et ensuite, sinon, vous pouvez opérer exactement la même chose, c'est-à-dire dire, voilà, j'ai votre CV, mais dire ce que vous faites. Dire ce que vous faites pour avoir besoin d'eux. Le pire, c'est quand en visio, il y a un candidat ou une candidate et qu'il y a 3 ou 4 recruteurs. Là, ça peut donner un sentiment de peur. La personne peut se refermer et surtout ne pas juger le candidat sur ce que vous voyez derrière. Parce qu'en visio, surtout, comme on a des outils digitaux qui nous permettent de recruter, pendant la pandémie, on a connu beaucoup de demandes. Et des fois, des chefs d'entreprise avaient des a priori par rapport à ce qu'ils voyaient derrière. Sébastien, tu mets quand même comme ça dans la chambre avec le linge qui sèche derrière. Ça veut dire que ce n'est pas sérieux, ça, Sébastien. Donc, on ne se précode pas. On pose la question et des fois, on s'aperçoit de… Après, c'est vrai que si on a besoin de personnes qui font attention, il peut y avoir des signes, mais ne pas se précoder. Comment faire lorsque les passions sont sensiblement les mêmes que le pro? Ah, j'adore la virtualité, j'ai pu travailler dans ce domaine. Eh bien là, c'est encore plus facile parce que du coup, on peut échanger. C'est-à-dire que nous aussi, on rentre dans une case passion. J'adore le rugby et je discute beaucoup avec… quand la personne vient de faire du rugby, on va discuter rugby. Par contre, il ne faut pas que je perde de vue mon objectif, c'est-à-dire que le danger, c'est qu'en tant que recruteur, ma case passion m'influence justement sur le candidat. Voilà, pour faire parler un candidat introverti. Oui, et ben justement, on va y venir dans le bonus de l'INSA. Quand je dis le bonus de l'INSA, c'est tout simplement que, donc, avec Frédéric Sort, du côté de Rennes, il a développé un master d'excellence opérationnelle, donc accompagnement au changement, le Lean et tout ce qui va avec. Et figurez-vous que des étudiants, le moment où ils cherchent leur premier job, et là, ils faisaient des entretiens pour intégrer ce master, donc après le bac+5, on a des étudiants qui sont introvertis, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont du mal à parler en entretien, où c'est assez binaire, sans que ça soit péjoratif. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait le travail d'un entretien de recrutement inversé. Je vous le fais court, c'est-à-dire que le candidat arrive et on lui dit, écoutez, vous êtes en plus dans un master d'excellence opérationnelle, accompagnement au changement, on va vous proposer un entretien de recrutement où c'est vous, candidat, vous, candidate, qui allez mener l'entretien de recrutement. Voilà les données, vous avez 60 minutes, on a 60 minutes à passer ensemble. Nous aimerions aborder différents thèmes, votre parcours, la formation, enfin ça pourrait être le poste par exemple, les loisirs, vos motivations, et à vous de mener cet entretien comme vous le souhaitez. Donc par où voulez-vous qu'on commence? Et on laisse la parole au candidat. Et c'est lui, le candidat, qui fait l'entretien de recrutement. Et je vous assure que c'est hyper intéressant de voir les différentes réactions. Donc, au préalable, bien sûr, de notre côté, on a créé une fiche où on a élaboré ce qu'on appelle les risques. Quels pourraient être les risques d'échec de ce recrutement? Si on n'arrive pas à fonder un groupe, suivant quels critères et qu'est-ce qui pourrait tout simplement ne pas fonctionner si on recrute cette personne-là? Et au fur et à mesure des échanges, eh bien, via des petits bâtons, on peut arriver à faire l'entretien. Je réponds aux questions. Je pense, pouvez-vous me décrire une de vos journées, semaine type? J'y arrive, Johanna.
Ou inversement, comment juguler un candidat trop bavard sans le brider? Ouais, Jérôme, excellent. Des fois, en effet, c'est l'inverse. Donc, moi, j'ai une technique, c'est que je mets du timing, je dis waouh, et je félicite à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je dis ah, dis donc, c'est hyper sympa de faire des entretiens avec vous. On sent que vous êtes enjoué, que vous parlez, tout ça. Par contre, comme on n'a que 60 minutes, il va falloir qu'on soit ci ou ça. Est-ce que vous êtes capable, en 2 phrases, de me dire tatati tatata? Et c'est plus difficile que faire parler, Jérôme. Et ça peut même être agaçant des fois. Quelle question le candidat peut-il poser au recruteur? Ben forcément, c'est le mettre tellement en rassurance qu'il faut qu'il ose en fait, poser des questions. Il faut clarifier. Et on revient souvent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris? C'est maintenant, allez-y. J'ai vu certains entretiens, écoutez bien, où on fait l'entretien pendant 45 minutes, 1 heure avec le candidat. On lui dit, nous allons faire une pause. On va vous laisser, vous voulez un café, un thé. On va vous laisser pendant 5-10 minutes réfléchir à s'il y avait des questions, c'est-à-dire en gros le candidat va redescendre, pour éviter la fameuse réaction de « Ah mince, j'ai oublié de poser telle question, j'ai oublié de poser ça ». Donc le recruteur ou la recruteuse sort de la salle, laisse la personne pendant 5-10 minutes, comme ça le recruteur, ça lui permet aussi, s'il y a 2 recruteurs, de se poser des questions, et là tu en penses quoi? Et tatati, ah ben moi j'ai besoin d'éclaircir telle zone, et après on revient et on continue l'entretien sur les dernières questions. Johanna, oui, sur d'écrire une de vos journées semaine type, il ne faut pas oublier que, alors, il y a consultant en recrutement et recruteur. La différence, c'est que consultant en recrutement, eh bien, généralement, il doit trouver au démarrage des entreprises pour faire du chiffre d'affaires. Quand je dis chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'il doit vendre des recrutements, accompagner les entreprises, donc vendre des prestations, donc trouver une entreprise. Donc, ça va passer, sa journée type d'un consultant de recrutement, c'est de la prospection. C'est gérer ses clients, c'est-à-dire en fait voir les besoins, d'écrire des fiches de poste, aller sourcer les candidats, donc c'est aller passer du temps sur les bases de données. Si c'est de la chasse de tête, c'est aller chercher des candidats en direct chez les concurrents avec l'autorisation du client. Je passe rapide. Et c'est voir des candidats aussi, à la fois qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en corrélation avec un poste. Donc, c'est un mélange très, très, très polyvalent. Et ensuite, recruteur en interne en entreprise, puisqu'il y a TPE, PME, enfin ETI, pardon, PME et grands groupes. C'est encore différent dans chaque structure. En tant que RH, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait du recrutement, on a la pression généralement des managers. Pour l'avoir connu. C'est-à-dire, vous avez des managers qui vous sortent des phrases du type non, mais Sébastien, j'ai besoin de recruter telle personne. Comment ça se fait que tu ne me trouves pas? Parce qu'il y a 5 millions de chômeurs en face. Je vais acheter des annonces, Sébastien, parce que toi, apparemment, c'est compliqué, quoi. Alors que, non. Donc, il y a on est dans le recrutement en entreprise entre deux, souvent. Donc, il faut gérer une pression des managers, trouver des candidats, faire en sorte que ça matche, et après suivre l'embauche, ce qu'on appelle avec l'anglicisme le onboarding, puisque vous avez pu trouver des super candidats, et des fois, ça ne marche pas parce que avec le management, ça ne passe pas. Question pour le recruteur. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre cette entreprise? Est-ce que vos attentes ont été satisfaites? Tout à fait. Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre cette entreprise? Toujours de parler de valeur ajoutée. C'est-à-dire que, n'oubliez pas, l'humain pense d'abord à lui-même. C'est instinctif. On peut lutter contre, mais on a des réflexes orientés sur soi-même. Aujourd'hui, sur les entretiens de recrutement, le candidat qui arrive, il vient souvent pour, je caricature encore une fois, je cherche un CDI pour être dans une entreprise où il fait bon vivre et m'éclater, enfin, je caricature. L'entreprise, elle ne cherche pas quelqu'un qui cherche un CDI, qui cherche une entreprise pour s'éclater. L'entreprise, elle cherche une valeur ajoutée. Elle cherche, par exemple, à mettre en place un CRM, un outil d'emailing pour faire de la newsletter, et là, si en tant que candidat, vous arrivez, je suis un spécialiste de la mise en place du CRM, encore une fois, je vais dans le côté simpliste, mais là, d'un seul coup, vous allez mettre en avant ce que vous allez pouvoir apporter à l'autre. Et si l'entreprise fait la même chose côté candidat, bien écoutez, nous, ce qu'on va pouvoir vous apporter, c'est un plan de carrière, c'est de la formation, c'est des séminaires où on prend des décisions ensemble, on est sur une entreprise collaborative et tatati tatata. Voilà. Si chacun met en avant ses valeurs ajoutées et que le recruteur arrive à s'extirper de ça et à regarder les compétences, personnalités, les deux sont importantes. On recrute trop de gens uniquement compétences
C'est-à-dire qu'ils savent faire, mais la personnalité, ça ne correspond pas du tout. Vous prenez quelqu'un qui a les compétences, qui n'a pas la personnalité, et bien, au bout de 1 mois, 2 mois, et souvent on le sait et on se dit ouais, on va faire avec, on se masque les choses. N'hésitez pas à me poser des questions. Ça fait 40 minutes que nous sommes ensemble. Je me ferai un plaisir de répondre. J'espère que Johanna, j'ai bien répondu à la question de la journée type d'un recruteur, suivant si c'est un consultant en recrutement, si c'est un RH en interne. Hop, je vais fermer les fenêtres de ceux voilà. Comment révéler les soft skills en entretien? Alors, hop, je ferme quelques fenêtres. C'est à chaque fois les révéler. Alors, vous avez les fameux tests de personnalité. Hop, Nicolas, vous avez les fameux tests de personnalité. Et c'est un outil d'aide à la décision. Ce n'est jamais révélateur à 100% d'une personnalité. L'intérêt, c'est d'avoir une interaction et de jouer la carte de la transparence. Si on arrive à être transparente sur ces soft skills, peu importe les tests que vous passez, tout est dans la transparence. Si en tant que candidat, vous maquillez la chose ou en tant que recruteur, vous maquillez les choses, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est toujours mettre à l'aise pour mettre en concordance. Si vous tombez sur des techniques d'entretien en tant que candidat, les 3 qualités et les 3 défauts, par exemple, dites-vous aussi qu'en face, il y a très peu de formation à l'entretien de recrutement. C'est-à-dire que moi, je vois beaucoup de dirigeants qui se disent « Bon, je vais passer un entretien. » La dernière fois, j'ai fait un mini-webinar en ligne avec des dirigeants parce qu'ils avaient des entretiens de recrutement le lendemain pour les remettre dans le bain. Parce qu'ils disaient « Ouais, qu'est-ce que je vais poser comme question? Alors vous voyez où dans 5 ans? Est-ce que vous avez le temps de vous renseigner sur moi? C'est quoi vos 3 qualités, 3 défauts ?» Si on vous pose ces questions-là, 3 qualités, 3 défauts, ben vous dites mes défauts et vous les dites réellement. Je suis un peu bordélique, mais toujours le constat, mais je travaille tous les jours dessus. C'est-à-dire chaque matin, je fais ci, je fais ça, et vous expliquez comment vous faites pour corriger votre défaut. Donc, ça annule totalement votre défaut. C'est la technique de base, mais ça fonctionne bien. Étant le job description Canvas, vous, tout simplement, via le webinaire, vous me demandez par mail, je vous l'envoie sans problème en PDF. Étant recruteur en entreprise, comment éveiller les consciences des managers déconnectés marché de l'emploi avec diplomatie, bien entendu. Bien que c'est justement un cheval de bataille qu'on est en train de mener, c'est-à-dire que Maxime, c'est exactement ce que nous on ressent aussi, c'est-à-dire qu'on a par exemple, on a une solution qui est complètement innovante, qui change des offres d'emploi classiques, ce qui fait que quand on l'applique dans les grands groupes ou les PME, il y a certains managers qui disent c'est quoi ce truc-là, un parcours découverte, mais moi je veux un candidat quoi. Donc, on s'est aperçu en fait que en l'expliquant la démarche, c'est-à-dire que en partant du recrutement des années 50, expliquant comment on n'a pas changé, qu'on est toujours à l'offre d'emploi, la lettre de motivation, sauf qu'elle est passée du papier au web, et que sauf qu'aujourd'hui, on est quand même au XXIe siècle, et qu'on a des générations, surtout les 2 dernières, qui sont plus du tout en adéquation avec la fameuse lettre de motivation et que le CV ne veut plus rien dire, qu'il va falloir expliquer à ces managers le pourquoi du comment, que s'il y a 5 millions de chômeurs, c'est pas parce que les gens ne veulent pas travailler, ça c'est encore, il y en a encore qui pensent ça, mais pas du tout. Et que c'est éveiller leur conscience à travers une mini-formation, en fait, où on les fait basculer et on leur explique après pourquoi on a créé ce parcours découverte, pour qu'ils retrouvent du plaisir à recruter, puisqu'aujourd'hui, le problème des managers en entreprise, c'est qu'ils ont perdu tout plaisir à recruter et que c'est limite une corvée. J'entends souvent « Oh, il faut encore que je recrute, j'en ai marre ». Donc, voilà. Donc, Maxime, c'est de la diplomatie, c'est les mettre dans un système de mini-formation pour leur apporter de la valeur ajoutée et leur montrer un peu toutes les startups qui aujourd'hui émergent et les faire réagir. HireVue, par exemple, une startup américaine qui propose de passer 1000 entretiens de recrutement à la minute, à l'heure, pardon, pas à la minute, à l'heure. Et c'est de l'intelligence artificielle qui regarde votre visage, si vous souriez ou pas quand vous faites passer l'entretien et qui va vous dire à la fin, il est pour le poste ou il n'est pas pour le poste. Juste à travers la gestuelle comportementale, les mots choisis et le visage. Je trouve ça assez dingue. Mais du coup, ça fait réagir. Genre, c'est pas possible et c'est ça. Mais c'est une culture à faire valoir. OK.
Être directif en entretien pour un candidat est-il nécessairement négatif? Non, Denis, si c'est fait dans les explications, c'est de dire, voilà, dans les règles de départ, ce qui peut être négatif, c'est le comportement. Si vous accueillez vos candidats avec les bras croisés, asseyez-vous, le silence, que vous n'êtes pas capable de mettre à l'aise la personne, là, ça peut être négatif. Aujourd'hui, on a une génération aussi qui débarque et le travail n'est pas perçu comme avant. C'est-à-dire qu'au moindre chose qui leur déplaît, ils sont capables de partir. C'est un autre débat, mais n'empêche que ça veut dire, aujourd'hui, quand je parlais de prendre le candidat comme un client, c'est vraiment ça qu'il faut le faire. Et à la fin, vous choisissez si vous voulez qu'il reste client ou pas. Mais passez dans une phase de séduction, analysez, arrivez à vous extirper et à la fin, vous faites votre choix. Ok, Eric, je prends note pour vous envoyer. Eric, il me demande, est-ce que je peux envoyer ma présentation? Bien entendu, sans problème. Et on cherche à se développer en Suisse, au passage. Je fais ma petite promo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hop, j'y répondrai après avec plaisir. Après l'entretien, quelle fréquence relancer le recruteur si le candidat n'a pas de retour malgré plusieurs tentatives? Voilà, il faut savoir que la plupart du recruteur, si c'est un cabinet, est entre l'entreprise et vous. Et il ne maîtrise pas forcément tous les fonctionnements de l'entreprise. C'est-à-dire que dans l'entreprise, vous allez avoir un manager qui d'un seul coup dit « Ah ben non », ou il y a quelqu'un en interne qui a été… Et c'est un souci souvent de transparence. Et moi, je prône la transparence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le recruteur doit dire « Écoutez, en interne, il se passe ça, ça, ça ». Il se peut, par exemple, que… vous sélectionnez un candidat et puis à un moment donné, vous avez créé des comptes rendus, c'est le candidat, ça correspond, vous le présentez à l'entreprise, il voit une personne, une troisième, et à un moment donné, au troisième entretien avec le big dirigeant, eh bien, le big dirigeant va regarder l'aspect rémunération et puis il va dire « Ah non, non, mais trop cher », alors que tout le monde le savait dès le départ, mais il n'avait pas pris le temps de… Dans ces cas-là, ça arrive, hein, c'est du vécu. Ça veut dire quoi? Vous dites quoi au candidat? Et blabla. Non, non, vous dites bah là, il y a un problème avec l'entreprise, c'est-à-dire que je suis en train de voir avec eux pour améliorer la communication en interne parce que là, il y a eu un bug et ce n'est pas normal. Personne n'est parfait. Il faut être dans la transparence des deux côtés. À quelle fréquence, devant la diversité des profils, comment fait-on pour trouver la bonne chargée de com? Ah bah là, Stéphanie, ouais, chargée de com, c'est… Dans les RH, finance, com, il y en a pléthore. Donc, dans la bonne chargée de com, ça va beaucoup se jouer sur le savoir-faire, les compétences, surtout dans la com aujourd'hui avec l'aspect digital. Donc, lister tout ça, la proposition d'idée, puis ça dépend de votre projet aussi à vous, en tant que chargé de com. Et derrière, les valeurs et personnalités. Voilà, le côté motivation. Donc, ça peut être soit des tests, mais ouais, je ne vais pas vendre ma solution, mais nous, par rapport à ce qu'on propose, on a des personnes qui se révèlent sans être précodées, parce que chargé de com, normalement, va aller se renseigner sur votre entreprise et va vous dire ce que vous avez envie d'entendre, alors que le fait de cacher votre identité, ça permet de voir. Quid de la lettre de motivation, elle est toujours indispensable pour les candidats? J'imagine que ça dépend des entreprises. Ivan, cette fameuse lettre de motivation, ce qui est dingue, c'est qu'on interroge la plupart des DRH, et je l'étais avant, vont dire… non, je ne les regarde pas, ou certains aussi, si je mets un point d'honneur à les lire. Et il y en a certains, pour vous dire, quand ils trouvent le candidat avec le CV qui a le savoir-faire qu'ils recherchent, encore une fois, en oubliant de regarder la personnalité, ne lisent pas la lettre de motivation parce qu'ils ont peur de trouver des fautes d'orthographe. Et ils me disent, ah non, je ne regarde pas, on ne sait jamais. S'il y a des fautes, je vais me dire, oh, ça ne va pas le faire, alors que c'est le seul candidat que j'ai qui correspond. Donc, on marche sur la tête avec cette lettre de motivation. Parce qu'encore une fois, dans certaines villes, il y a des étudiants qui en ont fait un business, 30 € la lettre de motivation. Je trouve ça, c'est petit malin. Ils s'adaptent, 30 € la lettre de motivation. 70% de la communication est non verbale, exactement Nicolas. Et ça, on fera un webinaire sur le sujet. C'est un sujet qui me passionne. On est capable de voir, et certains le ressentent ces gestuelles comportementales chez les autres, par exemple les commerciaux. Ceux qui ont ce qu'on appelle la fibre commerciale ressentent justement cette communication non verbale chez les personnes qu'ils ont en face. Très bien, je vois des personnes, oui, je vous envoie derrière dans le fil de discussion le job description Canvas et je vous enverrai aussi la présentation sans problème. Hop.
Je ferme les réponses chat auxquelles j'ai pu répondre. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Cela fait 50 minutes qu'on est ensemble. Vous êtes plus de 70. Je vois que le chiffre est en train de aussi. Myriam, très bien Myriam, je vous envoie ça. Pour les personnes qui s'en vont, je vous souhaite une bonne journée. Je serai ravi, si vous le souhaitez par la suite, vous faire une démonstration de notre outil. Forcément, vous avez compris que je suis un passionné et qu'il est temps de faire bouger les lignes avec le recrutement. Très bien. Bien, écoutez, on va remercier notre chargé de com pour la presse. Elle est tout simplement topissime, Marine. Très bien, très bien, très bien. Grand merci. Grand merci à vous tous de m'avoir écouté pendant ces 50 minutes. Je vous dis à très vite. On se demande en connexion sur LinkedIn. Vous n'hésitez pas. Je me balade sur toute la France et des fois même à Genève. Donc, n'hésitez pas à rentrer en conversation avec moi. Et je suis preneur aussi. Merci, Katia. Et je suis preneur de vos idées, si vous en avez, de techniques, de choses, de culture, ce que j'appelle la culture recrutement. Merci, merci. Bonne journée et à bientôt pour le replay. Merci Emmanuel, merci Caroline, merci Anne-Sophie, merci tout le monde. Merci. Hop. Ok Pierrick, bonne journée à Quimper. Au plaisir de se revoir. Très dynamique. Merci Stéphanie. Bonne journée et à bientôt. Très bien Caroline, je vous envoie ça. Merci Sylvie.